Alors aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une vidéo mais j'avais pas envie d'être dans la bibliothèque. Donc, vous noterez, j'avais pas envie d'être dans la bibliothèque. Donc je me suis dit que j'allais vous tourner la vidéo des meilleures non-fictions que j'ai lues en 2019. Là où je lis habituellement, donc en fait quand je lis je ne lis pas du tout dans la bibliothèque puisque c'est une pièce qui se trouve en haut et qu'elle est isolée. Je préfère lire ici dans mon salon, donc voilà, je vais vous tourner cette vidéo ici. Si ça ne convient pas, signalez-le, que ce soit le son ou autre chose. Dites-moi. Mais oui, je me suis dit que j'allais me poser, me faire un petit thé et discuter avec vous des non-fictions que j'ai adorées cette année. Alors je vous l'ai déjà dit, j'essaie de lire de plus en plus de non-fiction et j'ai été étonnée de pouvoir constater que je pouvais vous faire carrément une vidéo mes non-fictions préférées de 2019 parce que j'en ai lu assez pour ça et que j'en ai adoré assez pour ça. Donc il y a 9 non-fictions dont je voudrais vous parler, plus 4 mentions honorables. Je vous ferai la fiction plus tard, je ne sais pas quand, nous verrons. Il n'y a pas d'ordre particulier, d'abord je vais vous parler de ceux que je n'ai pas avec moi. Sinon je risque de les oublier. Alors d'abord on a le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet que j'ai lu en début d'année et qui est sans doute ma non-fiction préférée de tous les temps. C'est un essai féministe qui va nous parler donc du mythe de la virilité. Alors ça ne parle pas seulement des femmes, ça parle aussi des hommes qui sont touchés par ce mythe. Et c'était tout simplement excellent. Je ne sais même pas quoi vous dire pour vous prouver à quel point c'est excellent. Je crois que dans mon carnet de lecture, quand j'ai fini de lire ce livre, parce que dans mon carnet de lecture, je note les points positifs et les points négatifs de chaque livre que je lis. Et il me semble que là, j'avais mis points positifs, tout. Eh bien, ça m'aide beaucoup, merci moi-même. Tout, vive ce livre. Voilà. Oui, là, je me facilite la tâche. Je me facilite la tâche. Alors, j'ai fait une chronique sur le blog que je vais tenter de vous retrouver. Le titre complet du livre, c'est Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Et ce que j'ai adoré, c'est que l'autrice explique extraordinairement bien. Il y a des passages qui m'ont beaucoup énervée parce qu'il y a des moments où on parle de l'histoire et où on dit oui, dans certaines régions du monde, il est normal de faire ça aux femmes. Et à certaines époques, il était normal aussi de faire ça aux femmes. Et moi, je lis ce livre à notre époque et je boue intérieurement. Oui, alors c'est le trépied le plus précaire que j'ai jamais mis en place, je pense. Voilà, donc vous avez des chances de tomber à un moment donné. Donc voilà, ça nous explique comment les femmes sont piégées par le mythe de la virilité, comment les hommes sont eux-mêmes piégés, ça nous parle d'homosexualité, ça nous parle de tout un tas de choses. Ce livre est juste génial, je sais absolument pas comment vous dire de le lire à part lisez-le, trouvez-le, n'importe quoi, faites ce que vous voulez, mais lisez-le, il est génial. Il est sorti en poche. Voilà, je me souviens qu'il y avait un passage sur les pédérastes. C'était... Voilà. Pour quelqu'un qui adore l'Antiquité et la culture antique, lire ce passage, c'était assez... On va dire que ça remet quelques idées en perspective. Alors, dans ma chronique, puisque ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu et qu'il faut que je le relise et que je la note, dans ma chronique, j'ai mentionné aussi le côté religieux, puisque c'est en partie aussi la religion qui a enterré les femmes sous le mythe de la virilité. Et j'ai aussi mentionné des sujets comme le mariage, la prostitution, la fécondité, tout ça. Enfin, ce livre est une pépite, c'est une perle, c'est la meilleure non-fiction. Je pense que voilà, si je devais choisir une non-fiction qui est la meilleure de cette année, c'est le mythe de la virilité. Si vous ne devez lire qu'un seul livre dont je parle dans cette vidéo, lisez celui-là. Il est merveilleux. Voilà. Ah oui, dernière petite chose, à la fin, l'autrice parle du féminisme radical et j'ai trouvé ça assez intéressant puisqu'elle remet en perspective ce qu'est le féminisme, ce qu'il est pour certaines personnes, ce qu'on croit qu'il est, le fait que certaines femmes pensent qu'elles ne peuvent pas être féministes pour certaines raisons. Enfin voilà, et il y a aussi des femmes d'ailleurs qui sont misogynes, ça existe, hein. C'est pas une contradiction, comme il y a des hommes qui sont féministes, c'est tout à fait normal. Donc voilà, meilleure non-fiction de 2019, lisez-le tous, ou lisez-la tous plutôt. Ensuite, un livre que je n'ai pas sur moi, Utopie réaliste de Rutger Bregman, c'est ce que dit le titre, hein. À chaque fois pour les non-fictions c'est plus facile hein, que pour les fictions. C'est en effet un essai sur un certain nombre d'utopies, ou d'idées en tout cas qu'on pourrait penser utopiques. On se dit oui... la semaine, je crois que c'est la semaine de 15 heures où la paix dans le monde, le fait qu'il n'y ait plus de pauvreté, tout ça, c'est impossible. Et en fait en lisant ce livre on se rend compte que non, c'est pas du tout impossible, c'est même tout à fait réaliste et tout à fait possible. C'est juste que, d'ailleurs les conditions sont réunies pour que parfois ça arrive. C'est juste que bon,
c'est pas à l'ordre du jour pour certains politiques, on va dire. Et du coup, en disant ça, ce livre est à la fois génial parce qu'il nous ouvre les yeux sur certaines réalités où on se dit, oui, bah, semaine de 15 heures, n'importe quoi. Ou le fait de donner de l'argent, avoir un revenu universel de base, n'importe quoi, c'est impossible, enfin, l'économie mondiale, blablabla. Et en lisant ce livre, on se rend compte qu'en fait, si, c'est tout à fait possible. C'est même mieux, en fait, quand on regarde. Vu comment l'auteur explique, c'est mieux pour la prospérité économique mondiale d'avoir un revenu universel de base que de ne pas en avoir. Mais je ne vais pas commencer à entrer là-dedans. Je vais vous laisser lire ce livre qui explique bien mieux que moi les idées de Rutger Bregman. D'ailleurs, j'espère que ce nom se dit comme ça. Il est sensationnel, mais comme je vous l'ai dit, le fait que ces utopies, ces idées que l'auteur nous expose, qu'on a peut-être eu nous aussi, et on se dit, oh là là, mais c'est impossible malheureusement, c'est un doux rêve, n'est-ce pas? Un jour peut-être. Et le fait qu'il y ait cet adjectif réaliste et qu'on se rende compte que c'est possible en fait, c'est assez rageant parfois. Donc des fois ce livre est énervant. Donc voilà, des fois on a envie de le balancer et on a envie de déprimer, enfin on a envie de déprimer, non, ce livre nous fait déprimer fortement, puisqu'on se dit que c'est possible et que personne ne fait en sorte que ça arrive. Donc voilà, mais il y a quand même une bonne dose d'espoir dans ce livre, c'est vraiment un excellent essai que je vous recommande fortement. Alors bien sûr, comme c'est une vidéo bilan de 2019, j'essaie de ne pas trop m'étendre sur chaque livre. Je viens déjà de m'étendre un certain temps sur le mythe de la virilité. Donc je vais essayer de réduire. Si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ces livres, j'ai fait des posts sur mon blog pour chacun d'eux. J'ai aussi parlé de ces livres dans les vidéos bilan des mois où j'ai lu ces livres. Donc le mythe de la virilité, je l'ai lu en janvier. Utopie réaliste, je l'ai lu en mars. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur ces vidéos ou allez voir les posts sur le blog. Ce sera plus étendu, plus approfondi et mieux expliqué sans doute. Puisque là ça fait un petit moment que je les ai lus. Là je vous parle surtout de mon souvenir impérissable que j'ai de ces livres et le fait que j'ai très envie de les relire. J'ai beaucoup annoté Utopie réaliste et j'ai envie de le faire lire à chaque être humain autour de moi. Mais bon, certains sont encore réticents, mais j'y arriverai. Un autre livre que je n'ai pas, Culotté tome 2 de Pénélope Bagieux. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, en 2018 du coup. Alors Culotté tome 2, je l'ai lu en avril. Alors comme le premier, j'ai adoré cette BD. C'est un recueil graphique de petites biographies de femmes qui sont donc culottées, puisqu'elles sont très courageuses ou qu'elles font, voilà, alors je crois que le sous-titre, je ne l'ai pas noté là, mais c'est culottées, ces femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ou quelque chose comme ça. Enfin, ce sont des modèles, ces femmes, et j'ai tout simplement adoré. J'adore les graphismes, j'adore l'humour, j'adore en fait ce mélange d'humour et de sérieux, puisque certaines histoires sont traumatisantes. Je crois que je me souviens encore de Fulan Devi. Oh waouh, je sais pas si... Je ne me souviens plus si c'est dans Culotté tome 1 ou Culotté tome 2, mais l'histoire de cette femme m'a un peu secouée, je vous avoue. Comme l'histoire des Mariposas. Voilà, c'était pas toujours évident à lire, mais et pas toujours évident à voir du coup, puisque certaines scènes ne sont pas dessinées, mais on les comprend, on va dire. Hein. Donc c'est génial, j'adore. J'ai très envie d'ailleurs d'avoir ces 2 tomes dans ma collection pour avoir une étagère féminisme, une étagère sur les biographies de femmes. Excellent, excellent. Et du coup ça a aussi ajouté beaucoup de livres à ma wishlist, puisque à chaque fois que je voyais une femme qui m'intéressait particulièrement, j'ajoutais des livres sur elle, exclusivement sur elle, à ma wishlist. Donc voilà, ces BD sont vraiment très bien faites, je les adore. Juste avant de finir sur Culotté, j'ai aussi aimé, donc comme je vous l'ai dit, mélange humour et sérieux, mais du coup aussi il y a une émotion qui se dégage de ces livres. Et c'est aussi très divers, puisqu'on ne parle pas que de femmes qui vivaient en Europe ou en Occident en général. On parle aussi de femmes qui vivent en Asie ou en Afrique, et ça, c'est top. Est-ce qu'il y a encore un livre que je n'ai pas? Oui, Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis, que j'ai lu récemment et que j'ai adoré. Je m'en suis servi pour faire ma vidéo sur les types de fantasy, que je n'ai toujours pas posté, n'est-ce pas? C'est hyper bien expliqué. Bon, alors dans la version que j'ai, il y a des petits mots qui manquent, donc parfois c'est un peu flou, mais dans le contexte on comprend. Ça a fait exploser ma wishlist clairement, en fait, on parle à la fois de fantasy, de science-fiction, d'uchronie et de steampunk, et donc j'ai ajouté pratiquement tous les livres qui sont mentionnés à ma wishlist. Ça fait beaucoup. Voilà, donc Apophis c'est très clair, il explique très bien, et
ce livre est excellent. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur les genres de l'imaginaire mais que c'est encore un peu flou pour vous, ou alors que vous avez envie de creuser certains sous-genres, ou que vous avez envie de découvrir de nouveaux sous-genres en fait, puisqu'il y en avait que je connaissais même pas, lisez ce guide, il est excellent et il est gratuit en téléchargement puisqu'il n'existe pas en version papier, il n'existe qu'en version numérique. Voilà, excellent. Dernier livre, dernière non-fiction que je n'ai pas mais dont je vais vous parler, c'est Romantic Outlaws, The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft et Mary Shelley de Charlotte Gordon. Ce livre était génial. Il se lit comme un roman. C'est une double biographie de Mary Wollstonecraft et de sa fille Mary Shelley. C'était juste formidable. C'était un magnifique hommage rendu à ces femmes. C'était prenant, fascinant. J'avais l'impression d'être dans le livre. J'ai adoré découvrir ces femmes. J'ai envie de lire leurs œuvres. J'ai envie de lire à propos de leurs œuvres. J'ai envie de travailler sur elles. Voilà. Je me suis beaucoup attachée à elles. Et comme dans toutes les biographies de femmes que je lis, j'ai été très émue à certains moments, puisque ces femmes sont mortes depuis bien sûr, et elles ont connu aussi des pertes tout au long de leur vie, elles ont connu des choses difficiles, et donc c'était très émouvant à lire. Et alors cette biographie, comme celle sur Angela Carter d'Edmund Gordon, n'a pas été traduite, mais je ne désespère pas qu'elle le soit un jour, et si vous pouvez la lire en anglais, du coup je vous la recommande. Et du coup ce livre là, il me semble que je l'ai lu octobre je crois. J'ai lu Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire et Romantic Outlaws en novembre. Voilà, si vous avez envie de retrouver les vidéos dans lesquelles j'en parle. On va passer au livre que j'ai avec moi. Alors, on a d'abord Ni vu ni connu par le collectif Georgette Sand de Panthéon Histoire Mémoire où ce sont les femmes. C'est un recueil de biographies de femmes. Voilà, ça se présente comme ça. On a toujours un portrait de la femme et on a sa petite biographie en 3 pages. Plus un, elle vous inspire, découvrez aussi, et d'autres femmes qui lui ressemblent entre guillemets. Ce livre était top. J'ai envie de vous dire, pour tous ces livres là, j'ai juste envie de vous dire, c'est génial, lisez-le et on passe à un autre. Voilà. Donc, quand même argumente un petit peu. Ce que j'ai adoré, c'est que le livre est divisé en catégories, que je vais vous donner tout de suite. Voilà. On a les artistes, les aventurières, les méchantes inventées ou avérées, les femmes de pouvoir, les intellectuelles, les militantes et les scientifiques. Et donc on apprend beaucoup de choses, des choses qu'on n'apprend pas à l'école ou qu'on tait un peu parfois. Alors là aussi c'est divers, on n'a pas juste des femmes en Europe ou aux États-Unis, on a aussi des femmes en Asie, en Afrique. C'était passionnant. Et j'ai envie de me renseigner sur la majorité de ces femmes. J'aimerais bien aussi un deuxième tome avec toutes les femmes qui sont dans les découvreuses aussi, puisqu'il y a plusieurs femmes qui s'y trouvent et pour lesquelles on a juste une ligne pour nous signaler qu'elles existent en gros. C'était génial. Voilà, que vous dire de plus si vous avez envie d'en apprendre plus sur des femmes qui ont été oubliées par l'histoire. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu Mythology Timeless Tales of Gods and Heroes d'Edith Hamilton, qui a été traduit en français par La Mythologie tout simplement. Alors c'est l'édition du 75e anniversaire illustré. Voilà, ça donne ça. Et alors les illustrations en pleine page, que vous retrouvez dans la vidéo, vous avez aussi ça. C'est vraiment un très très beau livre. Pour quelqu'un qui aime la mythologie, c'est formidable. Voilà. Donc c'est un très très beau livre. C'est le premier livre que je trouve vraiment complet. Par exemple là on a en fait l'autrice nous raconte les mythes du début à la fin. Donc elle nous signale quand même chez qui elle les prend, si c'est chez Ovide par exemple, ou si c'est chez Apollodore. C'est juste génial. C'est la première fois que je trouve un compte rendu entre guillemets, ou l'histoire en tout cas de la guerre de Troie en entier, puisque je n'ai jamais trouvé cette histoire en entier dans aucun livre que j'ai lu sur la mythologie. Bon c'est vrai que j'en ai peut-être pas lu énormément, faudrait que j'en lise plus d'ailleurs, mais c'était, voilà, ce livre est juste top. Pour ceux qui aiment la mythologie, c'est génial. On a aussi une petite introduction à la mythologie nordique à la fin. En gros ça nous parle des plus grands mythes. Alors je vais vous donner quand même la division du livre, ça peut vous aider si je trouve où est le sommaire. Alors ça commence par les dieux, la création et les héros, les premiers héros. Ensuite on passe aux histoires d'amour et d'aventure, aux grands héros avant la guerre de Troie, aux héros de la guerre de Troie.
aux grandes familles de la mythologie, aux mythes les moins importants, aux mythes moins importants, et à la mythologie des Norsemen, donc des hommes du Nord, on va dire. Voilà, cette partie, et c'était génial. Voilà, pour quelqu'un qui aime la mythologie, je vous le recommande fortement. Et enfin, les deux dernières non-fictions dont je vais vous parler sont écrites par la même autrice. C'est Marianne Chaillan avec Ainsi philosophée Amélie Nothomb et Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur, dont je vous ai parlé récemment. Alors j'ai d'abord découvert Marianne Chaillan avec Ainsi philosophée Amélie Nothomb, qui est publié aux éditions Albin Michel, et c'est la maison d'édition qui m'a envoyé le livre. Comme j'adore Amélie Nothomb, je me suis dit tiens, ça fait un moment que je l'ai lu, pourquoi pas lire une non-fiction sur elle. Alors, c'est une non-fiction et une fiction en même temps, puisque ce livre est extraordinairement intelligent. L'autrice a écrit une non-fiction, mais déguisée en fiction. C'est-à-dire que c'est un roman écrit à la façon d'Amélie Nothomb, mais avec des analyses de ses romans dedans. Je le classe dans la non-fiction, mais ça peut aussi être classé en fiction. C'est juste excellentissime, c'est formidable, j'ai adoré. Ça offre un nouvel éclairage sur certaines œuvres d'Amélie Nothomb. En fait, Amélie est emmenée au paradis, si j'ai bien compris. En tout cas, elle meurt, je crois. Elle est dans les limbes, et c'est là qu'elle va avoir un procès, puisqu'on se demande dans quelle catégorie la classer. Est-ce qu'elle est écrivaine ou est-ce qu'elle est philosophe? Et donc elle va avoir un procès. Elle va passer devant des philosophes qui vont lui parler de son travail et lui montrer en quoi elle est en fait une philosophe. C'était excellent. Je vous le recommande forcément. J'ai annoté ce livre de partout et il m'a donné très très envie de relire certains livres. Il y avait certaines idées que j'avais absolument pas vues dans ces livres. C'était génial. Voilà, c'était top. Donc si vous aimez Amélie Nothomb ou pas d'ailleurs, je vous recommande de lire ce livre. Il va vous donner un nouvel éclairage en fait sur l'œuvre de cette autrice et c'est excellent. Excellent. Et donc Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps puisque je l'ai lu en décembre. Excellentissime lui aussi, je l'ai annoté également. C'est sur la saison 8 de Game of Thrones et donc sur ce que cette série peut nous apprendre. Donc la première partie, ce sont les leçons de la saga. Et la deuxième partie, c'est le Hall of Faces. Donc c'est une analyse en quelque sorte des personnages. Comment vous dire, j'adore. Je trouve que c'est très bien expliqué, c'est très clair. Si on commence à aller vers des théories philosophiques, ce qui est le but, puisque Marianne Chaillan est professeure de philosophie et elle nous éclaire les œuvres grâce à des théories philosophiques. Quand on arrive vers les théories philosophiques, l'autrice ne nous perd pas puisqu'elle nous explique clairement l'idée, donc elle nous la donne d'abord en termes philosophiques, normal, et ensuite elle l'explique, elle explique bien aussi les liens qu'elle fait, pourquoi elle les fait, ses exemples, enfin voilà, c'est juste excellent. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'ai encore quelques livres à lire de Marianne Chaillan. J'espère qu'elle va en republier cette année, histoire que je ne tombe jamais à court. Mais voilà, donc ce sont mes non-fictions préférées de 2019. On va passer aux mentions honorables. J'ai incroyablement... j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il nous reste quelques minutes. Alors les mentions honorables, la première c'est Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. C'est un roman graphique, enfin une non-fiction graphique du coup, des mémoires graphiques on va dire, que j'ai lu en janvier il me semble. Oui, c'est ma deuxième lecture de l'année. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, je sais pas trop à quoi je m'attendais. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Sab, je crois, que je vous mets en description. Elle en avait parlé et je me suis dit tiens, pourquoi pas, je sais qu'il est à la bibliothèque donc on va l'emprunter. Et je sais pas trop à quoi je m'attendais justement. Ça m'a semblé très sincère, j'ai été assez émue par certains passages. Et je trouve que c'est une belle leçon en fait ce livre. Enfin, je regrette en fait de ne pas l'avoir dans ma collection parce que je trouve que c'est, oui, un beau message qui est délivré par ce livre. C'est un message de tolérance et d'acceptation en quelque sorte de la différence, même quand c'est très dur. J'ai juste eu au début un peu de mal avec quelques illustrations, mais sinon, et puis on apprend des choses, il y a des choses que je ne savais pas du tout. Donc voilà, vraiment touchant et beau à lire en fait. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas avec moi, je l'ai écouté en audiobook, et c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il est en mention honorable et qu'il n'est pas dans les meilleures lectures. C'est Becoming de Michelle Obama, Devenir en français.
Donc je l'ai écouté en audiobook et je pense vraiment que l'audiobook n'est pas fait pour moi. Alors il est raconté par l'autrice, donc ça c'était génial. On a sa voix, on sent son émotion à certains moments. D'ailleurs elle m'a fait pleurer plusieurs fois. C'était dur parfois. J'ai adoré connaître son parcours, découvrir sa rencontre avec Barack Obama. C'était drôle. Voilà, j'ai aimé à peu près tout. Simplement, comme c'était un format audio, et que je suis pas très audio, parfois je décrochais un peu, et du coup c'est un peu dommage en fait. Donc voilà, puis il me semble que dans la version papier on a les photos, là en audio on ne les a pas. Donc voilà, c'est surtout le format là qui m'a gênée, mais je pense que ça aurait pu être un coup de cœur si ça avait été le bon format en fait. Mais très très bonne lecture, je pense le relire du coup en papier, je pense que ça me conviendra mieux. Mais vraiment très intéressant. Et enfin les deux derniers, Dictionnaire amoureux des reines d'Evelyne Levert, que j'ai acheté à Noël il me semble, je ne sais même plus, que je devais lire avec ma soeur mais finalement j'ai été emportée et je l'ai lu seule. Alors, comme l'indique le titre, c'est un dictionnaire qui va se concentrer sur les reines. Alors ce n'est pas simplement mis par ordre alphabétique avec les noms des reines, c'est tout. Un petit peu innové, histoire que ce soit un peu différent. Par exemple, on a abdication, accouchement, Aliénor d'Aquitaine. Après, on a certains mots qui font référence à une reine en particulier. Et donc, par exemple, affaire du collier. La cour de France, mais sinon, après, on a aussi des articles du genre Élisabeth de Bavière, impératrice d'Autriche, ou The Queen. C'est un très bon livre, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a donné encore plus envie de me renseigner sur les reines, sur les périodes historiques dont parle ce livre. C'était hyper intéressant. En revanche, j'ai eu un petit peu de mal avec les illustrations parce que, alors là ça va, là ça va, mais parfois c'était un peu étrange. Je vais tenter de vous en trouver une. Voilà, par exemple là, il y a une photo qui a été refaite en dessin du coup, et voilà. Pas vraiment convaincue par cette illustration. Mais oui, donc j'ai appris énormément de choses et c'est tout ce que j'attends d'une non-fiction, apprendre énormément de choses. Et être touchée en même temps. Et enfin, la dernière non-fiction dont je voulais vous parler, ma bouche n'a pas envie de prononcer ce titre, mais on va y arriver. Are we smart enough to know how smart animals are? En français, c'est Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux, il me semble, de France Deval. Donc c'est un essai sur l'intelligence animale. C'était incroyablement passionnant. Malheureusement, je pense que je ne l'ai pas lu dans les bonnes circonstances puisque je l'ai commencé dans le train et que j'ai eu un petit peu de mal à tout comprendre. C'était passionnant, ça nous parle de différents animaux. Alors ça nous parle de singes puisque France Deval est spécialisée dans les primates. Pas primates. Primates, je sais plus. Et il me semble qu'il a fait la différence entre primates et singes dans le livre, mais je m'en souviens déjà plus. Signe qu'il faut que je relise ce livre. Il nous parle de singes bien sûr puisqu'il est spécialiste, mais il va aussi nous parler de fauves, il va nous parler de corbeaux, il va nous parler de guêpes. Enfin, c'était génial, c'était passionnant. Du coup, j'ai appris énormément de choses et je suis convaincue maintenant. Je l'étais déjà en fait, mais je suis encore plus convaincue par le fait que les animaux sont bien sûr intelligents, c'est juste que nous n'arrivons pas à les comprendre. Donc quelque part, oui, on est un petit peu trop bête pour comprendre l'intelligence des animaux. En tout cas, certains humains le sont. Et donc voilà, c'était passionnant. Donc on a quelques dessins faits par l'auteur d'ailleurs, il me semble. Voilà, donc c'était passionnant et je pense lire d'autres livres de France Deval et d'autres livres aussi sur l'intelligence des animaux. C'était top. Ça m'a aussi... donc il y a aussi une bibliographie de folie qui a encore fait exploser ma wishlist, mais bon, j'ai l'habitude. Voilà, donc c'est tout pour mes non-fictions préférées de 2019. Alors dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés, dites-moi quelles sont vos non-fictions préférées de 2019. Et si vous lisez de la non-fiction, ou pas du tout, ou si vous avez envie mais vous n'osez pas, ou si un petit peu quand même, ou si vous ne lisez que ça, ou s'il y a des gens qui lisent que ça. Je suis très admirative. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!